Bonsoir. Les prix de l'huile de table ne connaîtront pas d'augmentation. L'annonce a été faite cet après-midi par le ministre du Commerce. Nous y reviendrons. Les dernières mesures prises par l'RTCI sont toujours à l'ordre du jour. Et aujourd'hui, on en a noté quelques mises au point. On parle du plafonnement, il est question des taxes imposées aux entreprises. Nous aurons l'occasion de parler de ces questions tout à l'heure dans le live actuel international. Les comptes de plusieurs personnalités ont été fermés sur les réseaux sociaux. Facebook et Twitter ont fermé les comptes de responsables gouvernementaux en Ouganda et aux États-Unis. Les principales cibles et les raisons de ces suspensions tout à l'heure dans le Live Talk. Et ce soir, il sera question de taxes et de consommation. Nos invités du Talk sont Marius Komwe, président du Conseil national des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire, et Anno Richard Landry, il est président du collectif des entrepreneurs de la livraison urbaine de Côte d'Ivoire. Débats et analyses, décryptage de l'information. L'actualité, comme vous l'avez toujours souhaité, c'est dans le Live Talk. Bienvenue. Oui, on est très heureux d'être en votre compagnie, de vous retrouver pour ce numéro. Vous disiez hier, quand vous donnez rendez-vous aujourd'hui, on a tenu le pari d'être présent et ça nous fait énormément plaisir. La team est là, Madame Bleu, Edith Brou est avec nous. Bonsoir. Bonsoir Brice. Comment ça va? Très bien, et toi-même? Magnifique la robe. Elle shine. Elle shine. Bravo. Je fais comme Sophie. Bravo. On aime bien les couleurs. Merci beaucoup. Sophie Aïda, bonsoir. Bonsoir, Brice. How are you? Fine, and you? Super, merci. Ok. Et à l'extrémité là-bas, il y a M. Serge Kouachi. Bonsoir Brice. On vous a madagascarisé? Oui, je pense que ils ont jugé bon de me mettre loin de vous, je crois. On était beaucoup trop proches, je pense. Oui, ils ont commencé à sentir trop de proximité. Trop de proximité, effectivement. Ouais, même si vous n'avez pas remarqué que j'ai changé d'aspect. C'est ça, c'est vrai, c'est vrai. Oui, il y a Roméo qui m'a fait remarquer hier dans mon inbox, il m'a dit « Mais Brice n'a même pas vu que vous vous êtes rasé la barbe !» On n'a même pas fait attention. Non, si, j'avais fait attention, mais je n'ai pas évoqué. Je le reconnais et je m'en excuse. C'est vrai qu'en général, nous, tu remarques nos coiffures et tout, non, mais oui. Tu vois... Roméo Roméo, je te guette. Bon, sur ce, on va démarrer avec les informations du jour. L'actualité d'ici d'ailleurs, c'est tout de suite dans le Live Actu. On dira bonne nouvelle, j'ai envie de dire, concernant la suspension de la hausse des prix de l'huile en Côte d'Ivoire. Ça avait été annoncé, ça avait commencé à faire grincer des dents, et puis la nouvelle est tombée. Suspension de la hausse. Suspension quand même, je retiens. Oui. Suspension, attention. Oui, c'est le mot qu'il faut retenir. Donc suspension, mais pas annulation, parce que les discussions sont en cours avec les professionnels du secteur, en tout cas de l'huile, et également du secteur de la farine de blé, pour pouvoir trouver des solutions afin de ne pas faire supporter aux consommateurs autant que possible la hausse des cours mondiaux, parce qu'il y a une hausse des cours mondiaux de l'huile de palme. Voilà, les fluctuations, mais oui, il faut tenir compte de ça. La hausse des cours mondiaux concernant l'huile de palme et également du blé. Donc, la décision concernant cette suspension a été prise donc, ce jour, donc 12 janvier, et elle est issue des discussions qui ont été menées avec les différents industriels du secteur de l'huile de palme et du secteur du blé. Donc, il faut retenir que à la base, depuis le début du mois de janvier, une décision avait été prise concernant l'augmentation de l'huile, donc de 25 000 francs. Concernant une certaine quantité de cette huile, ça avait fait beaucoup jaser sur les réseaux sociaux. Et c'est, bon, on va dire tout à fait normal, parce que les consommateurs sentent que leur panier d'achat commence à se délester, vu la hausse de certaines denrées alimentaires de première nécessité. En plus, on sortait des fêtes de fin d'année, donc forcément, il n'y a plus suffisamment d'argent dans le portefeuille. Il y a eu l'annonce du pain à 350. Voilà, une menace de l'association, en tout cas des boulangers, vu également la hausse du prix du blé. Donc, tout ça a forcément fait grincer des dents les internautes qui n'ont pas manqué de faire entendre leur voix. Et je pense que c'est peut-être aussi à saluer parce que les consommateurs sont actifs, les consommateurs ivoiriens sont actifs. Et je pense que le gouvernement ivoirien également entend
le cri de cœur et les coups de gueule des consommateurs ivoiriens lorsque des décisions ne les arrangent pas. On va dire directement, même, puisqu'ils sont pour la plupart également sur les réseaux sociaux. Donc vous êtes peut-être en train de nous dire qu'on n'a plus forcément besoin des associations de représentants de consommateurs. Non. Ah oui, si les internautes ont la possibilité les réseaux sociaux vont présenter les voix d'une partie des Ivoiriens. De toute façon, il y en a beaucoup. Avec notre invité, on sera sur les réseaux sociaux, mais qui exprimaient une certaine frustration. Oui, quand tu dis les voix d'une partie des Ivoiriens, c'est tout à fait normal. Après, il y a le taux de pénétration Internet, mais les Ivoiriens sont très actifs sur Facebook et sur Twitter. Et les autorités ivoiriennes également sont aussi active sur les réseaux sociaux parce qu'elle l'utilise comme outil de veille également pour voir un peu le pouls de la situation. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'elle prenne en compte. En tout cas, voilà. Je pense que c'est 16%, je crois, de la population ivoirienne active sur Facebook. Bon, en tout cas, suspension donc, de la hausse des prix de l'huile en Côte d'Ivoire avec effet immédiat. Avec effet immédiat et il faut parler également donc, du gel aussi du prix du sac de 50 kilos de farine de blé donc à 19 000 francs CFA. Donc on attend de voir donc, les discussions. Les tractations qui ont cours, en tout cas entre le ministère du Commerce et de l'Industrie et les différents industriels pour trouver une solution palliative parce que derrière aussi, ce sont des entreprises qui ont des activités, qui ont des employés, qui ont un chiffre d'affaires qui peut-être sont en souffrance depuis 2020 avec la crise économique mondiale donc, qui frappe tout le monde. Donc comment trouver une solution pour que tout le monde soit gagnant-gagnant? Une information, je pense, qu'il était bon de donner à une partie de ceux qui grinçaient des dents, c'est que ce n'était pas une décision qui était liée, enfin, qui n'était pas une décision du gouvernement. Oui, ce n'est pas une décision du gouvernement. Donc, on est dans un libre marché. C'est un peu comme le carburant. Effectivement. Par rapport au coût du baril. Ouais. Voilà, on est dans un libre marché, donc avec différentes structures, différentes entreprises qui font le jeu du prix de revient, de ce que leur coûtent leurs intrants. Donc après, ils sont obligés de vivre aussi. Parce que ce qu'on entend ou ce qu'on lit, c'est ouais, ils ont augmenté. Donc. Après, en fait, on politise aussi tellement d'informations. Non, c'est pas une question de politiser l'information ou pas, mais vers qui vous voulez que la population ou l'Ivoirien lambda se retourne pour crier à la cherté de la vie? C'est à son premier responsable, notamment entre griffes le gouvernement. Donc ils ont augmenté, c'est bien normal. C'est comme forcément leur amputer la responsabilité. Et c'est comme aussi vers qui se tourner, c'est à vous crier, c'est vers le gouvernement. Mais pourquoi ça a augmenté? Voilà, mais c'est vous qui avez augmenté. C'est vous qui avez augmenté, c'est votre faute. Il y a un truc à régler. C'est au gouvernement de communiquer aussi. Après, quand on vit en société, dans une... après, c'est des coups de philosophie et tout ça. Mais dans une république, on donne la responsabilité de nos vies à un État. Donc après, forcément, directement, on confie la responsabilité de nos vies à un État. Donc on est sous des lois. Et donc forcément, lorsqu'il y a un problème qui nous touche, on se retourne vers cette autorité pour lui demander des comptes. Donc c'est tout à fait normal. C'est ça. Mais on ne l'accuse pas forcément toujours. Non, on ne l'accuse pas. C'est important. En tout cas, suspension, mais pas annulation. Donc on espère qu'ils trouveront une solution pour ne pas peser sur le panier des consommateurs. Quoique, pour l'instant, la situation de suspension nous arrange plutôt bien. Moi, j'aime pas ce mot. Pourquoi? On a déjà eu affaire à ce mot-là lors de Covid. Suspension, mais pas annulation, ça nous a rattrapé au contre-coup. Beaucoup de commerces ont fermé, notamment le mien. Je dis ça, je dis rien. On s'en souvient. Prenez une décision ferme, soit c'est annulation, soit... C'était douloureuse. Oui, la senti passer, en fait. Bon, toujours en matière d'économie, donc c'est un autre sujet, un autre point qu'on va aborder. On en parlait hier. C'est le plafonnement des bonus des opérateurs de téléphonie mobile et des entreprises de livraison. Il y a eu des précisions. Alors, je suis très très heureux. Can be a miracle. There can be miracles when you believe. Alors, c'est incroyable et ça, c'est vraiment. Je vais pas faire la fine bouche, je vais pas oublier. Ça va goûter ton plaisir. Ah, exactement. Chaque fois qu'on parle d'un sujet sur ce plateau, ça fait bouger les lignes. Alhamdoulilah. Elle est faite pour ça, cette émission. Et cette télé aussi, d'ailleurs. Voilà. Et ça, c'est très très bien. Bon, ils ont dû entendre un certain nombre de choses et il y a eu des précisions. D'abord, on va s'intéresser à la question des bonus, donc du plafonnement des bonus. C'est avec vous qu'on en parle, Serge? Oui, alors ce plafonnement-là, on en a parlé hier, on a fait le tour même d'ailleurs, c'est 100%.
À partir de là, c'est plus à discuter, on ne va plus dans les 200%, on ne va plus dans les 400%, les 350% qui apparaissaient de façon hebdomadaire ou quotidienne, dépendamment de l'opérateur. Donc à ce niveau-là, c'est bon, c'est fait. La RTCI indique que sa décision 2020-599 du 9 septembre 2020 portant encadrement du marché de détail de la téléphonie mobile, entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2021, vise entre autres à assainir la concurrence entre les opérateurs, assurer la protection des consommateurs et favoriser un développement pérenne du marché de la téléphonie mobile. Alors, je pense, comme vous le disiez, en réponse à ce qui se disait sur ce plateau hier, notamment les interrogations de certains de mes camarades, y compris les miennes, je crois que ces communiqués qui ont été pendus viennent un peu en réponse à tout ceci pour nous dire que, bon, attention, c'est vrai, on l'a fait pour réguler le secteur donc, de la concurrence au niveau de la téléphonie mobile, mais aussi pour le bien des populations et des consommateurs. C'est à partir de là que ça faisait un tout petit peu jaser. Oui, pour le bien des consommateurs. Lorsque je finirai, je pense qu'on pourra mettre le sujet sur le tapis. Alors donc, la RTCI fait savoir que la limitation des bonus à 100% découle du constat que les bonus à 200%, voire 400%, trahissent une tarification abusive des services en dehors des promotions qui ne profitent pas réellement aux consommateurs. Donc c'est là, je crois, le point d'achoppement. Selon le régulateur, les usagers ne parviennent généralement pas à consommer les bonus accordés en raison des conditions d'utilisation contraignantes eu égard au délai d'utilisation trop court induisant des pertes d'avantages pour les consommateurs. Je connais une jeune fille qui a 16 ans, je crois, qui termine ses bonus. La RTCI assure que ces dispositions prises viendront accroître le bien-être du consommateur à travers une baisse des tarifs en lieu et place de la politique abusive de bonus, une tarification plus transparente et juste, une meilleure lisibilité sur les offres de services, un usage effectif des bonus acquis avec une meilleure qualité de service. D'accord. Voilà. Alors, en d'autres termes, c'est dit, votre affaire de bonus là, on ne voit pas trop clair dedans, donc on préfère mettre ça de côté et dire aux gens, baisser les tarifs que vous leur proposez. Franchement, si je ne lisais pas cette partie du communiqué, si j'étais à la place de la RTCI, j'allais dire non mais ce monsieur il est de mauvaise foi. Donc laissez-moi quand même dire que la RTCI rappelle qu'en sa qualité de régulateur du secteur des télécommunications TIC, elle est investie d'une mission de service public. Conformément aux dispositions des articles 72 et 172 de l'ordonnance 2012-293 du 21 mars 2012 pour la protection de l'intérêt général et en particulier celui du consommateur en garantissant l'exercice d'une concurrence effective, loyale et durable. J'insiste. D'autant plus que je sais qu'il y a une compagnie de téléphonie qui a proposé de nouveaux tarifs. Oui, pas qu'une d'ailleurs. Pas qu'une. Voilà. Je pense que deux au moins. Deux autres également. Deux au moins de ce qu'on a pu voir. Okay. Donc, finalement, en tant que consommateur, on s'est dit, bon, on n'a peut-être plus de bonus à 200-300%, mais on a des tarifs préférentiels et c'est tant mieux. On a des tarifs préférentiels, on a un bonus limité à 100% qui n'a plus, on va dire, de limitation dans le temps. Donc c'est ça aussi le plus important à retenir. Ça c'est très important, je pense que. Et c'est pour ça qu'on parle de contraintes, parce qu'au final, on avait des bonus de 300%, 400% qui étaient limités à 48 heures, une semaine, 24 heures, et ça n'avait pas de sens. Ouais. On nous bombardait de ces bonus et finalement, on pensait qu'on avait des avantages parce que lorsqu'on achète 1 giga ou 100 mégas, on a le triple ou le double, mais finalement, derrière, on ne sait pas ce qui nous est servi en termes de coût de revient. À ce niveau-là, si on me dit qu'avec tout ça, et j'ai bien noté que c'est pour mon bien en tant que consommateur, que je peux bénéficier de façon, dans la durée illimitée, mon bonus... Et en toute transparence, idéalement. Pourquoi, alors, est-ce qu'on me le plafonne ? Si la contrainte, c'était du genre, avec 300%, 400%, on sait que je ne peux pas... Ok, on passe le côté de transparence ou de non-transparence des coûts et tout, parce que ça encore, ça reste à prouver. J'aurais bien aimé qu'il y ait des exemples précis dans le communiqué de la RTCI, il n'y en a pas eu. Mais bon, je veux bien croire, et en leur donnant ce gage de bonne foi, mais si on me dit qu'aujourd'hui, avec mes 300% et mes 400%, je peux bénéficier de façon illimitée de mon bonus, pourquoi est-ce qu'on m'interdit d'avoir 300%, 400% en fait, dans tous les cas, de bonus ? C'est des décisions, puis quand on a un petit jeu de chaises musicales, on vous dit par exemple, cette histoire de bonus-là, comme ce n'est pas très clair, parce qu'en plus, il y a des contraintes, il faut les consommer, on dit ce qu'on fait, on propose peut-être mieux, avec des tarifs préférentiels, que vous pouvez consommer de façon illimitée à tout moment. Et qui ne nécessite pas que vous ayez forcément besoin de 200% d'une offre à 200, 300% de bonus pour vous sentir
sentir bien et sentir que votre data dure plus longtemps dans le temps, au final. Donc, après, après, on apprécie. Après, les 200%, 300%, 400%, on sait tous que c'est du marketing. Et la plupart, en tout cas, certains opérateurs ou un opérateur, on a beaucoup abusé à un moment donné, quitte à peut-être flouer le consommateur final qui pensait véritablement avoir des avantages. Donc, je pense qu'on met tout le monde, en tout cas tous les opérateurs, au même niveau. Vous en avez bénéficié? Moi, je ne suis pas très bonus de toute façon. Je ne cherche pas les bonus. Quand j'ai découvert, oui. Parce qu'effectivement. Est-ce que vous avez eu le sentiment d'avoir été floué par tous ces 400% bonus? Parce que finalement, c'est limité dans le temps. Donc... Pour moi, oui, puisque effectivement, les seuls moments de ma journée où je peux bénéficier peut-être du service téléphone, SMS ou Internet et tout, c'est quand même assez restreint. C'est quand tu finis ta journée de travail, tu as quoi, 1 heure, 2 heures vite fait, et après tu t'endors. Bon, après, ça c'est moi. Mais je vous ai dit tout à l'heure, je connais une jeune fille qui a 16 ans, qui est H24 sur son téléphone, et qui, quand il y avait des bonus, de toute façon, elle les connaissait, elle avait même, je sais pas, elle avait toutes les adresses, le calendrier des bonus de tous les réseaux, parce qu'elle a 3 plus en plus. Oui, elle était à cheval, mais vraiment sur ses bonus, et elle les utilisait toute la nuit. Et dormait pas. Si, je connais certains qui ne dormaient pas aussi, des jeunes qui utilisent. Je lui demande, mais est-ce que tu utilises tes bonus? Elle me dit, oui, je les utilise, j'arrive à terminer mes minutes, mes datas, mes patatis, les patatas. Mais après, ça veut dire qu'on n'est pas la bonne cible. C'est ça, effectivement. C'est vraiment une cible très jeune, étudiante, qui était beaucoup concernée, les élèves et tout, qui vraiment adoraient ces bonus, on va dire sauvages. Mais au final, derrière, c'est surtout réglementer un secteur. Exactement. Au demeurant, c'est réglementer un secteur. Et je ne mets pas la parole de la RTCI en doute, la parole selon laquelle les consommateurs seraient trompés par des tarifs qui ne reflètent pas forcément les pourcentages. Là où je te rejoins, là où je te rejoins, et où tu parlais d'intérêt des consommateurs, parce qu'au final, on se rend compte que, en tout cas dans l'exposé des motifs, pourquoi cette décision a été prise? Parce qu'au final, c'est parce que le régulateur avait constaté que depuis 2017, il y avait une réduction des recettes fiscales au niveau du secteur des télécommunications. Donc, au final, est-ce que si c'était pour le bien finalement des consommateurs, ça aurait été une décision qui serait partie de là, mais on se rend compte que c'est surtout pour... c'est une décision à deux niveaux. Il y a une décision dans un compétent de régulation, du secteur concurrentiel, et puis après, il y a pour le bien du consommateur. Je n'ai pas trop compris, parce que les exemples ont été donnés avec des... D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Alors, toujours concernant ces précisions-là, il y en a d'autres au niveau des entreprises de livraison. Il y a eu des précisions là-bas également. Oui, des précisions. Donc, ils ont tenu à rappeler surtout que ce communiqué qui avait été diffusé le 8 janvier par l'association en tout cas cette association, parce qu'il y en a une deuxième, n'était pas faite pour pénaliser les acteurs de la livraison en Côte d'Ivoire, mais de pouvoir les accompagner. Donc, ils ont tenu à préciser également que... il y a des discussions qui sont ouvertes. Il y a des discussions qui sont peuvent se rapprocher pour qu'on puisse... Ils ne sont pas fermés à la discussion et même aux modalités de paiement ou de règlement de ces 5 millions. C'est important mais bon... C'est toujours important, communiquer. C'est toujours important d'avoir aussi, de savoir qu'il y a des voix qui s'élèvent aussi au niveau des internautes. Oui, de toute façon. Et en plus, je pense que ce communiqué-là a été pondu justement en réponse aussi à ce qui se disait sur Internet. Produit, dites produit. Produit, excusez-moi. Je sais que vous n'aimez pas forcément ce terme-là. Ce qui se disait sur Internet. Et comme Eddy dit, effectivement, Internet aujourd'hui se veut le porte-voix des sans-voix. Donc, à travers nous aussi, je pense qu'on n'aurait pas forcément pu être cité dans un communiqué de la RTCI, mais on va dire que ce qui se dit sur Internet, c'est à la suite également de ce qui s'est dit sur ce plateau. Donc voilà, ils ont peut-être écouté, ils ont saisi la perche et se sont dit que c'est important de préciser que nous ne prenons pas cette décision-là pour limiter certaines entreprises, ou pour en exclure par rapport justement au montant des 5 millions. Mais bon, c'est dans l'application d'une règle de loi et que nous ne sommes pas fermés non plus aux négociations en ce qui concerne ce tarif, je crois. Très bien. En tout cas, on aura sur le plateau des invités, qui sont en rapport avec le secteur, qui nous donneront leur point de vue. Et je rappelle qu'on est en direct sur Facebook, on profite de l'occasion pour dire bonsoir à tous nos followers. Bonsoir à nos amis également de la RTCI, je pense. Voilà, franchement, ils regardent tous les soirs. Ils ont été au cœur de l'actualité. On regarde tous les soirs. Sophie Aïda, avec vous, on parle de Facebook et de Twitter, qui ferment, entre autres, des comptes de responsables gouvernementaux.
Pourquoi? Oui. Donc, je disais entre autres parce qu'on va parler de Facebook et Twitter, mais on va aussi parler des États-Unis parce qu'il y a des rebondissements. Mais oui, alors ces derniers jours, Facebook a fermé les comptes de plusieurs responsables gouvernementaux ougandais parce qu'en fait, Facebook a estimé qu'ils sont responsables de perturbations du débat public parce que les élections en Ouganda approchent. C'est jeudi, 14 janvier. Et donc voilà, à en croire Facebook, ils utilisaient ces personnes utilisaient de faux comptes ou des comptes dupliqués pour gérer des pages, commenter des contenus de d'autres personnes et se faisaient passer pour des utilisateurs et partager des contenus dans des groupes pour les faire apparaître plus populaires qu'ils n'étaient. Alors ils ont également précisé, je cite, qu'étant donné l'imminence de l'élection en Ouganda, nous avons réagi rapidement pour enquêter et faire tomber ce réseau. Nous avons découvert que ce réseau était lié au groupe d'interaction des citoyens avec le gouvernement du ministère de l'Information en Ouganda. Alors, peut-être avec des pincettes ou pas? On a connu cette situation ici, non? Non, c'est pas la première fois que Facebook agit ainsi. Oui, exactement, c'est pas la première fois. Ils ont agi dans d'autres pays de cette manière-là. On parle quand même de la responsable de la communication de Facebook de l'Afrique subsaharienne qui s'est exprimée sur cette situation. Donc évidemment, les membres du gouvernement ainsi que les partisans du NRM, donc le mouvement de la résistance nationale, le parti au pouvoir, se sont exprimés, ils ont réagi par rapport à cette décision de Facebook et ils l'ont critiqué évidemment. Et puis le conseiller en communication du président, Don Wanyama, donc c'est son nom, s'est exprimé aussi et a dit que c'est une honte aux forces étrangères qui pensent qu'elles peuvent installer un régime fantoche en Ouganda en désactivant les comptes en ligne des partisans du NRM. Voilà, donc ils sont révoltés, mais en même temps, ça ne va pas changer grand-chose. Oui, ça ne va pas changer grand-chose parce qu'aujourd'hui, l'information vient de tomber. Le parti, on va dire le pouvoir a suspendu Internet, en tout cas les réseaux sociaux en Ouganda, donc Facebook, WhatsApp, Twitter ont été suspendus. Donc finalement, je pense que pour eux, ce retour de bâton, c'est un retour de bâton qu'ils font à Facebook et à tous les propriétaires de réseaux sociaux. En Côte d'Ivoire, ici, ça serait précédé de « et d'ailleurs même ». Alors aux États-Unis, c'est pareil. Oui, alors aux États-Unis, c'est pareil. On l'a vu la semaine dernière, après ce qui s'est passé au Capitole. Je pense que c'est même le moment pour l'Union africaine d'envoyer un petit courrier aux Américains, parce que l'Amérique va très très mal en ce moment. Donc on a vu, comme je disais, l'attaque au Capitole qui a fait 5 morts, dont un policier. On a vu la vidéo d'une dame qui s'est fait tuer à l'intérieur du Capitole. On a eu des réactions à travers le monde. Et évidemment, les réseaux sociaux, les plateformes comme Facebook, Twitter, Snapchat, etc. ont décidé de bannir non seulement Donald Trump, Twitter de manière définitive et les autres de manière indéterminée à cause de cette incitation à la haine, on va dire, et cet appel à manifester. D'ailleurs, il a réagi, il a dit que c'était une grosse bêtise pour Twitter. Oui, bon, voilà. Et puis, il y a une nouvelle plateforme qui s'était élevée, qui s'appelle Parler. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. C'est un réseau social qui est proche de l'extrême droite, on va dire, aux États-Unis, qui accueillait tous ces militants pro-Trump pour pouvoir s'exprimer, qui elle aussi a été, on va dire, dégagée, entre guillemets, du hosting de Amazon qui leur permettait de pouvoir être utilisé par les internautes. Alors, aujourd'hui, la situation aux États-Unis est encore plus compliquée. Les démocrates ont entamé une procédure d'impeachment contre Donald Trump, de destitution, donc voilà, contre Donald Trump après l'attaque. Oui, mais celle, je pense, la plus sérieuse. Maintenant, vous me direz, à quelques jours de sa fin de mandat, est-ce que ça va compter? Non, mais c'est à propos, parce que d'ailleurs, selon le FBI, aujourd'hui, on a appris que des militants pro-Trump menacent la vie de Donald Trump. Menacent Joe Biden, la vie de Joe Biden, de Kamala Harris, la vice-présidente électe, de faire Nancy des marches Pelosi, avec des armes en plus. Marche armée,
planifiée dans les 50 États entre le 16 janvier et le 20 janvier. Protestation armée aussi au Capitole entre le 17 et le 20 janvier. Alors on sait que l'inauguration en général se passe en plein air. Comment est-ce que ça va se passer cette année? Est-ce que Joe Biden va avoir le courage de faire son investiture en plein air? Il l'a dit quand il se faisait vacciner contre la Covid qu'il n'a pas peur. On va voir ce que ça donne. Oui, bon, il faut rendre que les services de sécurité aux États-Unis sont également très impressionnants et très performants. Oui, ils ont décidé de déployer 15 000... Ils ont décidé de déployer 15 000 militaires quand même dans la ville de Washington, D.C. Mais juste pour revenir certains avaient annoncé ça aussi dans d'autres pays. Juste pour revenir sur la procédure d'impeachment de Donald Trump, s'il est impeach, s'il est destitué finalement, il perd tous ses avantages en tant qu'ancien président, il perd sa retraite, il perd sa garde rapprochée. On va me dire qu'il a beaucoup d'argent, mais bon, voilà, je pense que la garde rapprochée du FBI et du CIA... À son corps défendant, de toute façon qu'il n'assisterait pas à son corps défendant, il a quand même fait une déclaration aujourd'hui, un petit discours où il a dit non à la violence. Oui, mais c'est un peu trop tard. Il avait déjà dit, ce que les démocrates redoutent, en fait, c'est qu'il puisse lui-même en griffe s'autogracier, c'est-à-dire faire sauter toutes les charges judiciaires qui sont contre lui avant de perdre son poste de président. Question, une seule réponse. En est-il capable? Oui. C'est possible, oui. Totalement. Wait and see. Il est capable de tout. C'était l'essentiel de l'actualité du jour. On va sortir du live talk et retrouver notre micro-trottoir. Les sociétés de livraison qui exercent en Côte d'Ivoire devront désormais s'acquitter d'une caution, on le sait, de 5 millions de francs CFA exigée donc par la RTCI. Quelles seront les incidences d'une telle décision sur ces entreprises? Quel avenir pour les sociétés de livraison? On découvre maintenant vos réponses. C'est donc notre micro-trottoir. Avec cette caution de 5 millions, les entreprises de livraison vraiment vont tomber en faillite. Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il n'y a que les entreprises de livraison qui font marcher la jeunesse aujourd'hui. Parce que tout le monde, ils ont compris qu'avec la livraison, on peut vraiment s'en sortir. Donc du coup, l'État a exigé quelque chose qui ne va vraiment pas nous enrager, nous les jeunes. Donc nous, en tant que livreurs, ça ne nous arrange pas. Bon, on a appris que la police arrête des livreurs à cause des cautions de 5 millions, c'est pas vrai. Moi, je continue de livrer, de faire la livraison. La police ne m'a pas encore interpellé sur cette chose-là. Voilà, donc je crois que ce qu'on aurait appris, ce sont des rumeurs. Face à cette décision de l'État de fixer une caution de 5 millions pour le service des livraisons, c'est vraiment difficile à accepter, connaissant le niveau de vie déjà très très difficile, quoique nous sommes en capitale. Et ça, c'est un secteur qui vraiment, on va dire, comme dans le jargon, qui est porté par des jeunes qui sont à la recherche d'un meilleur lendemain. Je pense quand même qu'il faut tenter quelque chose. Parce que si on ne tente pas quelque chose, c'est accepté aussi. Il faut quand même tenter quelque chose. Peut-être une pétition ou quelque chose d'autre, mais je ne sais pas, mais faudrait qu'on agisse. Pour les jeunes livreurs, je pense que leur avenir sera en péril. Parce que, attends, ce n'est pas tout le monde qui a les moyens. Ce n'est pas tout le monde qui a 5 millions en fait. Déjà, la livraison, c'est combien? C'est 1000 francs, 1500, 2000. Tu vas pas enlever, tu gagnes combien déjà pour enlever 5 millions? S'il y a 5 millions, il n'est pas à Paris. Il n'est pas à quitter l'Afrique en même temps. Quand on parle des sociétés livrantes qui sont à parler de ça, c'est des petites sociétés de 5 à 7 motos. Ils gagnent combien pour payer une caution de 5 millions? Avant de faire des trucs, ils n'ont qu'à réfléchir à ça. Il y a des réalités dans la rue. Ils sont assis dans un bureau et puis prennent des décisions. On sait, c'est des enfants des grands. Sinon, un enfant qui a vécu dans la rue comme nous, comme c'est là, moi, j'ai grouillé pour payer ma moto. Je n'ai pas quelqu'un pour m'aider. C'est dans ça qu'ils arrivent à m'asseoir pour manger. Il n'y a pas papa, il n'y a pas maman. Ils ont parlé de la livraison, mais ils ne connaissent pas les réalités de la livraison. C'est leur revenu de l'impôt qu'ils ont calculé. Mais ils ne savent pas ce qui est derrière ce qui est la vérité derrière cette livraison. Un livreur gagne combien? Et puis ce qui est mauvais dans la livraison, ils n'ont qu'à calculer, ils n'ont qu'à demander à les sapeurs-pompiers. Il y a combien de livreurs tu meurs par jour? C'est un travail, quand tu sors, c'est comme tu es parti en guerre. Tu ne sais pas si tu vas mourir ou bien tu vas te retourner à la maison. Tout ce que moi j'aimerais les demander là, ils n'ont qu'à avoir pitié. Ces décisions qui sont dessus là, hein? Ils n'ont qu'à partir se revoir. Dites que non, c'est des enfants de la rue qui roulent moto là. Et puis c'est des étudiants qui n'ont pas de travail, qui sont sur ces motos là. La caution est un peu trop pour ces gens qui emploient ces jeunes. C'est un peu trop. Moi, de ma part, j'aimerais que l'État aide ces jeunes afin de pouvoir diminuer un peu le chômage des jeunes. Si beaucoup de jeunes ne travaillent pas, il y aura les braqueurs, les voleurs
des brigands. Je pense que si ces jeunes avaient ces 5 millions, ils n'allaient pas entreprendre dans la société de livraison. Donc je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont s'organiser. Je crois qu'il y a une association de livreurs qui essaient de voir avec l'État, essayer de trouver des mesures pour pouvoir pallier à ce problème-là. Si l'État peut leur demander de s'organiser en groupe, je ne sais pas, par dizaines, pour essayer de payer ces sommes-là. Parce qu'une seule société de livraison va payer 5 millions, c'est quand même énorme. Les 5 millions sont en question. Hein. Ouais. Oui, ça fait grincer des dents. On a vu, on a entendu l'avant-dernier intervenant qui disait dans un vrai coup de gueule, mais ils sont assis dans leur bureau. Ils prennent des décisions sans consulter les acteurs eux-mêmes. Oui, après, il n'a pas tort, forcément. Pourquoi vous dites ça ? Pourquoi je dis ça? Parce que même hier, je le répétais, c'était la réflexion, en tout cas la question que je me posais, l'interrogation, sur quelle base les 5 millions sur 10 ans, c'est vrai que c'est sur 10 ans, mais sur quelle base ce montant forfaitaire de caution a été choisi? Est-ce qu'il y a une rencontre avec tous les acteurs, les deux associations de sociétés de livraison pour pouvoir tomber d'accord sur ce prix avant de le divulguer. Donc, est-ce que ça a été fait en concertation? Je peux vous donner l'information, il y a eu une rencontre. Oui, non, mais à ce niveau-là, d'ailleurs, même c'est la mise en application d'un décret, hein, et c'est le décret 2018. Tu parles de la rencontre de 15 décembre que je peux même vous lire tout de suite, vite fait, concernant les tarifications. Donc, pour les opérateurs de services postaux internationaux, c'est 250 millions de francs CFA. Opérateurs de services postaux nationaux, 10 millions de francs CFA. Opérateurs postaux de transfert d'argent, 10 millions. Opérateurs de services postaux de transport d'envoi postaux, 5 millions. Et opérateurs de services de distribution d'imprimés de tout poids, 5 millions. Donc, c'est vous dire que... Voilà. Bon, alors, déjà, pour un bon nombre pour une partie de la population, il est important de savoir que ce n'est pas une décision qui a été prise maintenant. Non, ce n'est pas une décision qui date de maintenant. De 2013. La loi a été mise en place en 2013. Et ensuite, elle a été décrétée, on va le répéter encore, en Conseil des ministres en 2018. Donc, c'est sorti dans le journal officiel. C'est pour ça que, bon, je rappelle aussi aux entrepreneurs, ça c'est une petite astuce, les conseils des ministres, les comptes rendus des conseils des ministres, prenez le temps, chaque mercredi après-midi, d'aller sur le site et de lire. Il y a beaucoup d'informations qui s'y trouvent et souvent, on ne fait pas attention, on s'intéresse à d'autres sujets. Parenthèse fermée. On aura dans un... Merci, madame, je suis désolé. On aura sur ce plateau tout à l'heure, justement, un des membres d'une union, d'une association des livreurs de Côte d'Ivoire. Ils vont nous expliquer s'ils étaient informés, à quel niveau ils étaient, est-ce qu'ils ont pris part à une rencontre, est-ce que c'est de façon consensuelle que ce montant-là a été fixé. En tout cas, toutes ces questions, il y aura certainement des réponses sur ce plateau, vu qu'en plus, on aura avec nous sur le plateau en tant qu'invité, le président de l'association des consommateurs. Voilà. Sur ce, la première partie du Live Talk s'achève, on marque une courte pause, on se retrouve juste derrière. Nos invités sont issus du milieu de l'entrepreneuriat et de la consommation. Monsieur Marius Komoï, il est le président du Conseil national des organisations de consommateurs en Côte d'Ivoire. Et monsieur Anouar Richemont est le président du collectif des entrepreneurs de la livraison urbaine de Côte d'Ivoire. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Brice. Merci d'être avec nous sur ce plateau ce soir. Vous l'avez noté, hein, c'est l'actualité, ça fait grincer les dents, ça fait parler, comme on dit, ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. Bon, alors, monsieur Comé, je me tournais vers vous déjà. Alors, on l'a noté, le coût de certaines denrées alimentaires, pour parler de l'huile, même si après ça a été suspendu, et de la farine, ont connu une hausse en début de mois de janvier. Comment les responsables des organisations de défense des droits des consommateurs ont réagi face à cette hausse des prix ? C'est plutôt comment les consommateurs, dans leur grand ensemble, ont réagi parce que nous travaillons pour les consommateurs. Et donc, nous ne prenons pas nos déshydratats, nos préoccupations pour incarner les mécontentements des consommateurs, leurs peines, leurs angoisses. Mais en un mot, il faut noter que ces mesures, cette augmentation, sinon ces augmentations, tout azimut d'un certain nombre de produits de première nécessité tels que l'huile, tel que le pain aussi, comme annoncé par les acteurs du secteur et par la suite démenti par le gouvernement à travers le ministère du Commerce, nous disons que nous avons, au travers des consommateurs, accueilli justement ces augmentations avec amertume, peine, angoisse et mécontentement surtout. Et quelles sont les premières actions que vous avez menées lorsque vous avez eu écho de ces différentes hausses? Une organisation de consommateurs ne va au combat qu'en disposant justement des moyens adéquats pour mieux mener son combat
et obtenir des lauriers pour les consommateurs. Donc, face à de telles situations, il fallait comprendre d'abord les motivations profondes, sinon les justifications qui concouraient naturellement à une telle augmentation. Et au regard de tout ce que nous avons eu comme enquête, ces augmentations ne se justifiaient pas pour nous. Malgré la flambée du prix les cours mondiaux, oui, mais les cours mondiaux, c'est 3 950, ça se discute entre 3 950 et 3 880 depuis un peu plus de 2 mois. Donc ça ne devrait pas avoir une répercussion réelle sur le marché de la consommation de l'huile. Le vrai problème, c'est l'annexe fiscale, il faut le dire, qui exacerbe les frictions au niveau des entreprises. Et je l'ai toujours dit, chaque fois que l'État continuera à exacerber les frictions au niveau des entreprises en, permettez-moi l'expression, en les acculant avec une pression fiscale sans précédent, eh bien nous constaterons une flambée des prix des produits parce que les opérateurs économiques ne sont pas des philanthropes. Ils ont monté leurs affaires avec leur argent, leur propre argent, souvent avec des crédits bancaires. C'est des consommateurs aussi au-delà de tout cela. Ils vivent de ça avec leur famille. Donc, quand ils montent une affaire, c'est pour rentabiliser leurs affaires. Il est donc clair que l'État, qui est le régulateur du secteur économique, doit pouvoir jouer le rôle qui est le sien, qui est de faire en sorte que l'opérateur économique ne soit pas perdant, que le consommateur ne soit pas perdant et que lui-même, État, ne soit pas perdant à travers cette taxe. De l'année fiscale, on parlera tout à l'heure, monsieur Komi. Ce que je comprends, c'est qu'aujourd'hui, en tant qu'association des consommateurs, lorsqu'il y a ce genre de hausse, vous les apprenez comme tous les citoyens? Pour la plupart, non. Par exemple, pour le cas du pain, nous avons été approchés par les acteurs du secteur qui nous ont donné la primauté de l'information. Et nous les avons même eu une séance de travail avec eux avant qu'ils procèdent à l'annonce. Nous avons donc exprimé notre mécontentement, notre angoisse, nos peines face à une quelconque augmentation du prix de la baguette de pain. Et j'ai même été plus loin en leur rappelant qu'en 2014, non, c'était plutôt 2008, en 2008, j'ai été le leader associatif ivoirien qui, naturellement, avait fait fermer les boutiques, que dis-je, les boulangeries et les pâtisseries pour une augmentation semblable, une tentative d'augmentation semblable du prix du pain. Et je leur ai dit que nous ne voulons pas remettre le couvert. Et vous expliquez également les raisons qui les motivaient? Nous leur avons demandé de discuter avec l'État, de s'entendre avec l'État, de trouver les voies et moyens avec l'État, de sorte à ce que les Ivoiriens, dans un contexte de Covid-19 qui assujettit leur pouvoir d'achat, ne soient pas appelés à payer la baguette de pain à 300 francs CFA. Nous disons non, et nous continuerons de dire non face à une telle augmentation du prix de la baguette de pain. Alors on peut dire que votre mécontentement a été entendu puisque aujourd'hui le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Industrie a annoncé la suspension de l'augmentation du prix de la farine et également de l'huile raffinée. Comment vous avez accueilli cette décision? Nous saluons cette décision du ministère du Commerce. Et d'ailleurs, c'est ce que nous demandons à nos gouvernants, d'être prompts à la réaction, de ne pas laisser les choses se gonfler avant de réagir. Ils étaient bien informés de la situation. Tout comme un certain nombre d'autres produits ont vu leur prix flamber, l'État est bien informé. Ils sont des acteurs. Donc, en fait, ce que vous souhaitez qui n'arrive pas, c'est que ces décisions-là arrivent et qu'on soit un peu à intervenir tout le temps en pompier. Oui, nous disons quand il ça faut fait grincer les dents, on dit bon, allez, ça va. Ils sont bien informés de toutes les augmentations avant même que ces augmentations soient imposées aux consommateurs. Puisque c'est eux qui régulent le marché de la consommation. Mais à votre avis, qu'est-ce que l'État gagnerait aujourd'hui à permettre que ces choses-là arrivent à la population? Des recettes fiscales. L'État gagne beaucoup en recettes fiscales. Quand les prix des produits grimpent, ça arrange l'État. Vous ne le saviez pas? Vous le savez très bien. Donc, naturellement, l'État laisse faire pour voir la réaction du peuple. Et quand le peuple réagit, l'État recule. Sinon, pour vous dire vrai, l'annexe fiscale dit quoi? Un droit d'assise sur les produits cosmétiques, un assujettissement du prix du riz de luxe, un impôt de TVA, c'est des TVA de 9% sur le riz de luxe. Mais le riz de luxe est consommé, c'est des consommateurs qui payent. Mais la viande importée, c'est des consommateurs qui payent. Mais quand l'État met 9% d'impôt, de TVA là-dessus, vous pensez quoi?
Bon, déjà, pour revenir sur cet exemple que vous prenez de l'année fiscale, les 9%, c'est le taux de TVA réduit appliqué sur le riz de luxe et de la viande importée. Par contre, moi, sur ce sujet, justement, j'ai envie de vous poser la question de savoir, vous, en tant que défenseur des consommateurs en Côte d'Ivoire, pour ce qui est du riz de luxe, par exemple, on sait très bien que ça a été revu, je pense, ou ça a été vu depuis l'année fiscale de 2011 jusqu'à aujourd'hui. On a revu maintenant cette année fiscale et on s'est dit, attention, il y avait le riz de luxe et la viande importée bénéficiaient d'exonération de taxes pendant tout ce temps-là. Et on vient de se rendre compte maintenant, après une révision de ces notes fiscales-là. Bon, vous, en tant que défenseur donc, des consommateurs, comment est-ce que vous pouvez laisser une telle période aussi longue se faire sans que ces produits-là ne soient taxés, par exemple? Pour vous dire vrai, vous perdez de vue que dans l'année fiscale, il y a un point essentiel qui concerne naturellement l'impôt minimum forfaitaire. L'impôt minimum forfaitaire. Ça a été combattu par les entreprises, les PME, en charge justement de ce secteur dont vous parlez. L'État, à l'époque, en 2019 plus précisément, avait suspendu, après la grogne des entreprises. Mais dans l'année fiscale 2020, 2021, c'est réapparu. C'est encore là. Donc il va sans dire que les entreprises ne pouvant se braquer à l'État indéfiniment, vont donc répercuter justement l'impôt minimum forfaitaire sur le prix de leurs prestations, de leurs services et de leurs produits. Et c'est le consommateur final qui payera. Donc c'est tout ça. Vous avez l'impression que c'est une décision unilatérale, ça a été pris par l'État pour l'annexe fiscale 2021. Vous n'avez pas été associé, On n'a jamais été associé par le ministère en charge de l'élaboration de l'annexe fiscale, jamais. Depuis que l'histoire du mouvement consommateur, nous y avons adhéré, et c'est depuis, tenez-vous bien, 2003, ni sous mon prédécesseur, Maître Ngoranda, paix à son âme, ni sous aucun autre responsable d'association de consommateurs. Vous aimeriez être associé justement. Mais justement, l'un des droits fondamentaux du consommateur, c'est d'être là où les décisions se prennent, pour ne pas qu'on soit justement, on soit mis sur devant les faits accomplis. L'État a l'obligation de nous associer à la prise de décision. Dès l'instant, l'État nous reconnaît comme interlocuteur crédible des organisations de consommateurs. Moi, je ne mange à la table d'aucun roi dans ce pays. Je ne mange à la table d'aucun ministre, d'aucun responsable de l'administration publique. Est-ce que vous vous considérez comme étant un interlocuteur crédible? Laissez-moi terminer. Oui, je vous dis interlocuteur crédible parce que nous avons les arguments. Écoutez, monsieur, nous avons fait les mêmes études, les mêmes universités que nos amis qui, aujourd'hui, ont en charge un certain pan essentiel de l'activité publique, de l'activité gouvernementale. Donc, nous avons des diplômes supérieurs à certains parmi eux. Donc nous sommes outillés, nous avons le background. Il faut aller s'asseoir et parler des principes directeurs pour la protection du consommateur avec eux, au regard justement des règles de fonctionnement de l'administration publique. Quand vous finissez de dire tout ça, M. Komri, moi je reviens à une question. Selon vous, à quoi répond toute cette pression fiscale? Mais tout cela répond à une seule et unique chose. Et j'ai mal d'en parler. Dans un pays pauvre, très endetté comme le nôtre, au point d'avoir été éligible à l'initiative PPTE. On n'est même pas encore sorti de l'auberge. L'État continue de plonger le pays dans une situation intenable. Je m'explique. Comment pouvez-vous concevoir qu'un pays aussi pauvre comme la Côte d'Ivoire puisse disposer d'un Sénat avec un budget avec des finances budgétivores, une institution budgétivore inutile? Comment pensez-vous qu'un pays aussi pauvre comme nous, qui sommes encore à l'initiative PPTE, on dispose d'un vice-président de la République? Mais le vice-président de la République, c'est une institution budgétivore. Vous avez le vice-président de la République. Il est payé à combien? Vous le savez? Vous avez ses directeurs de cabinet. Vous avez son chef de cabinet. Vous avez ses conseillers. Et j'en passe. Sans oublier les véhicules, le carburant, le téléphone. Il ne paye pas maison, c'est nous qui payons à sa place avec nos impôts. Il ne paye pas l'électricité, c'est nous qui payons avec nos impôts. C'est pareil pour toutes les autres institutions. Vous accusez le gouvernement de mauvaise gouvernance qui entraîne cette pression fiscale. J'assume, et je le dis en termes clairs. Je suis syndicaliste et je dis qu'il faut arrêter d'exacerber les frictions sociales. Et vous estimez qu'aujourd'hui, toutes ces augmentations-là sont faites pour soutenir la mise en place... Vous ne pensez pas que la création d'un Sénat, on aurait pu l'éviter pour créer, par exemple,
l'université, des universités pour mieux encadrer nos enfants. Vous ne pensez pas qu'on aurait pu créer, avec des milliards pour le Sénat, on aurait pu créer, par exemple, un exemple parmi tant d'autres, des industries pour transformer notre café cacao et j'en passe. Moi, ce que je ne comprends pas, ce que je ne comprends vraiment pas dans ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est mais il faut bien que vous me compreniez. Non, mais c'est pour ça que je pose la question. Allez-y, je vous écoute. Pourquoi est-ce que, selon vos dires, l'État ne vous considère pas comme un interlocuteur crédible alors qu'ils ont obligation... L'État ne me considère pas comme un interlocuteur crédible. Vous avez par contre dit que l'État a obligation de nous associer pour peu qu'ils vous prennent pour un interlocuteur crédible. Ils sont donc mieux outillés, mieux habilités à vous expliquer pourquoi ils ne nous associent pas. Sinon, je le dis et je suis prêt à aller devant eux. On l'a fait. Je suis un acteur de la rédaction du document de stratégie pour la réduction de la pauvreté. Document qui a permis à la Côte d'Ivoire d'être éligible à l'initiative PPTE. Nous étions une cinquantaine d'experts nationaux recrutés par le ministère du Développement sous le directeur général actuel du FAIR, M. Diaby Lanciné, qui était le métronome, l'homme qui avait conduit justement la rédaction de ce document de stratégie. J'ai été un acteur. Donc, à partir du moment où je sais tous les problèmes, parce que dans le document de stratégie pour la réduction de la pauvreté, vous avez tous les problèmes identifiés. Donc, en principe, un ministre, quand il est nommé là, il prend le document. En ce qui concerne son département ministériel, tous les problèmes sont là, y compris les solutions. D'accord. C'est bien noté, M. Komwe. Donc, on a abordé un premier volet, donc une première partie de cet entretien avec M. Komwe. Je rappelle qu'il est président du Conseil national des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire. L'actualité, c'est également le collectif des entrepreneurs de la livraison urbaine de Côte d'Ivoire. M. Anno Richemont-Landry est sur ce plateau. Monsieur Anno, vous êtes président de ce collectif-là et vous avez pris part au point de presse organisé par la RTCI le 15 novembre 2020 qui a informé des nouvelles dispositions réglementaires. Comment vous avez apprécié déjà l'information? D'abord, merci Brice. Au nom de notre collectif, vous remercier pour l'occasion que vous nous donnez de pouvoir nous faire comprendre. Ouais. Et parce que c'est chose rare depuis que nous avons commencé nos activités. C'était très difficile pour nous de nous faire comprendre. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un moment pour nous de pouvoir éclairer la population sur notre activité et sur nos réalités. Exactement. Et le 15 décembre, avant ça, permettez que je puisse expliquer comment notre association a été créée et qui nous sommes. Celui-ci est une initiative des jeunes entrepreneurs de la livraison urbaine de Côte d'Ivoire. Depuis 2019, nous avons uni nos forces pour pouvoir assainir et professionnaliser notre domaine d'activité. Très bien. Et à cet effet... vous avez été donc conviés à la rencontre? Non. D'abord, pourquoi est-ce que nous avons été conviés à la rencontre? Depuis 2019, nous avons entrepris des démarches pour pouvoir avoir l'autorisation d'exercer en tant qu'association officielle. Donc, pour ce faire, celui-ci... nous sommes l'intervalle entre les structures, l'intervalle entre les entrepreneurs et l'autorité régulatrice. Très bien. C'est pour ce faire-là que nous avons été conviés à la rencontre du du 15 décembre. On vous a informé des dispositions? Oui, pour nous informer des dispositions relatives au secteur. Que vous étiez censé connaître aussi? Déjà, comme je vous ai dit, nous avons émis plusieurs demandes pour des audiences. Nous n'avons pas eu de suite. Nous ne savions même pas qui était notre interlocuteur. Et après cette invitation, que nous avons appréciée d'ailleurs, parce qu'à partir de là, nous avons eu quelqu'un qui nous a écoutés, quelqu'un qui a pris sur lui de régler le problème des structures de livraison. Et pour revenir à cette rencontre, le directeur nous a exposé, nous a fait part de l'arrêté ministériel datant de 2013 qui réglementait le secteur, d'où la catégorisation de chaque prestataire. Et nous, dans notre secteur, dans notre domaine, nous devions payer 5 millions et 50 000. C'est 50 000 francs, ce n'est pas 500 000 francs. Pour que nous soyons au même niveau d'information, c'est 50 000 francs de frais de document. Et pour ce montant, nous avons fait savoir au directeur
que c'était un montant très élevé pour les jeunes entrepreneurs que nous sommes. Et que cette décision qui émane depuis 2013 n'est pas actualisée, à notre sens, parce qu'elle n'a pas pris en compte l'émergence des structures de livraison qui sont devenues choses visibles et autres. Donc, dans sa... Donc, excusez-moi, monsieur Ano, hein, mais je vais peut-être faire progresser un peu rapidement les choses. Vous avez rencontré donc le directeur de la RTCI, qui vous a certainement expliqué qu'il y avait deux raisons qui motivaient cette décision. Assainir donc ce secteur-là. Oui. Vous parliez vous-même d'une certaine floraison de sociétés de livraison. Et ensuite, il y avait le montant. Bien sûr. Après la conférence de presse, vous aviez désormais un interlocuteur parce que vous, dans votre cas, vous ne saviez pas qui était votre interlocuteur. Bien sûr. Et aujourd'hui, comment les choses ont évolué? D'abord, l'initiative est noble. Le fait d'assainir le milieu, pour nous, déjà une satisfaction parce que depuis lors, nous nous sommes sentis délaissés par notre gouvernement, par notre État. Donc vous l'avez fait savoir? Oui, bien sûr. Et quand l'État dit qu'il veut assainir le milieu, nous disons que c'est pour notre bien. Okay. Seulement, tout ce que nous demandons à l'État, c'est de nous intégrer, nous impliquer dans la réforme, l'organisation qu'il veut entreprendre pour que les règles qui seront définies soient adaptées à nos réalités. Et là, en l'occurrence, c'était 5 millions. Voilà. D'accord, on va en parler de 5 millions, parce que ça fait gagner beaucoup de temps. Il y a quelque chose que je voulais ajouter, parce que beaucoup de personnes ont mal interprété notre publication relative à un compte rendu que nous avons fait aux membres de notre association et à tous les acteurs du secteur de la livraison. Le directeur nous a promis une seconde rencontre puisque... La question, c'était comment il décide de vous accompagner quand vous l'avez rencontré, quand vous avez rencontré les responsables? Déjà, c'était une prise de contact et une information pour faire savoir aux acteurs qu'il y a un régulateur qui existe. Voilà. Il nous a fait savoir que lui, il émane du ministère de Télécom et c'est eux qui sont chargés de faire respecter les règles dans ce domaine. Chose que nous avons appréciée, mais demander notre rencontre pour que, puisqu'à cette rencontre, il y avait toutes les grosses structures de livraison ou de postes que vous connaissez qui étaient présentes à cette rencontre. Alors, mais tous les autres livreurs de Côte d'Ivoire sont en train de se poser des questions. Vous l'avez rencontré, nous, on nous demande 5 millions. Est-ce qu'il y a la possibilité de négocier que ces 5 millions soient revus à la baisse? Est-ce que vous avez demandé des modalités ensuite pour ces 5 millions? Avant même de parler des modalités, je vous ai dit que l'arrêté ministériel est datant de 2013, chose que le directeur a reconnue. Vous comprenez? Donc, entamer des discussions pour nous, c'est nous dire que nous avons considéré votre Donc les discussions sont en cours. Bien sûr. Sur le montant? Même aujourd'hui, nous avons sur le montant des 5 millions. Quand je dis les discussions sont en cours... Sur les modalités? Non, sur le montant d'abord, après les modalités. Vous souhaitez qu'ils réduisent le montant? C'est exactement ce que vous demandez. Là n'est pas le problème, moi je pense, parce que c'est vrai que tout le monde parle de 5 millions. Sur 10 ans? Sur 10 ans, ça c'est... Je veux dire que c'est normal pour un cadre amélioré, un cadre professionnel, c'est normal que les acteurs puissent s'acquitter de certaines droits. Mais le problème, à quel niveau? À quel niveau le problème, monsieur Ano? Non, il faut que... Parce que malheureusement, on fait des missions. Il faut aller droit au but. Voilà. Le problème, il est où? Nous demandons à l'État, voilà des jeunes gens qui ont décidé d'entreprendre. Vous êtes combien, dans votre association? Dans notre association, nous étions 64. Combien il y a de livreurs en Côte d'Ivoire, est-ce que vous savez? Ouais, on peut se donner un chiffre estimatif de moins 500 structures de livraison. 500 structures? Oui, 500 structures de livraison. Ce que nous voulons... C'est important. C'est important. Donc il y a un vrai besoin de régulation. Forcément, il faut réguler le secteur parce que c'est une activité économique. Bien sûr. Et donc, il y a un manque à gagner pour l'État. Bien sûr. Puisque ce n'est pas des opérateurs identifiables. Et imposables aussi facilement. Donc, en tant que nous, défenseurs de droits, quand on regarde ça, on dit qu'il y a besoin de régulation du secteur. Donc, l'État a besoin de s'impliquer. Mais au-delà de cet aspect des choses, c'est vrai que c'est une classe sociale moyenne, sinon très financièrement en difficulté, qui exerce ce métier. Mais il n'en demeure pas moins que ce métier présente, à n'en point douter,
et ne pas le dire, ne pas le relever. Lui-même, il a dit tantôt, beaucoup d'accidents de circulation. Beaucoup de leurs frères, de leurs amis, de leurs collègues. Non, ce que nous demandons à l'État, oui, et que nous avons déjà... Clairement, regardez les caméras, ce que vous demandez à l'État, vous avez 1 minute, s'il vous plaît, parce qu'on en fait l'émission. Voilà, votre caméra. D'accord, merci beaucoup. 1 minute, s'il vous plaît. Ce que nous demandons à l'État, c'est de reconsidérer notre statut. Et considérer notre statut parce que nous ne nous sentons pas protégés par notre État. L'État ne peut pas promouvoir, ne peut pas demander aux jeunes d'entreprendre et par l'arrière combattre ces mêmes jeunes. Non. Nous ne voulons même pas croire à cette possibilité des 5 millions parce que ce n'est pas réaliste. C'est pas réaliste. Ce que nous cherchons, c'est que l'État crée un cadre pour nous accompagner, nous les jeunes entrepreneurs, afin que nous puissions travailler dans la quiétude et dans la légalité. Nous ne voulons pas aller contre l'État, nous voulons que l'État nous accompagne, l'État nous guide, l'État nous forme, au lieu que ces jeunes gens-là puissent regagner la mer, rentrer dans les ghettos et autres. Vous avez besoin de l'accompagnement de l'État. Bien sûr. Je vous promets qu'on va certainement vous avoir à un autre numéro, on aura plus de temps. Mais en tout cas, on a bien compris votre préoccupation. Merci beaucoup. L'État aussi qui suit cette émission, je peux vous l'assurer. On l'espère. On aura bien compris. Et comme vous l'avez dit, les discussions sont encore en cours. Oui, bien sûr. Le jeudi, nous avons été conviés encore à une rencontre. Voilà, pour pouvoir on espère que cette rencontre-là va aboutir à ce qu'on vous demande plus de 5 millions. Merci, monsieur. Monsieur Koumri, merci beaucoup. C'est plutôt on sait que vous également, le combat se poursuit. Absolument. Pour le bien des consommateurs en Côte d'Ivoire. Absolument. Ben voilà, merci beaucoup d'avoir été en tout cas, on parlera de l'annexe fiscale. Non, mais nous restons toujours disponibles et disposés pour vous accompagner à parler de l'annexe fiscale. Et naturellement, il y aura ce rendez-vous-là, je peux vous le garantir, monsieur. Des graissements de dents que constituent justement certaines dispositions de cette annexe. Merci à tous les deux d'avoir été en notre compagnie. Notre Live Talk Team, malheureusement, à sa fin. Merci à tous et à toutes. On vous retrouve demain sur ce même plateau avec d'autres sujets d'actualité. Merci, monsieur Koumri. Merci, monsieur Adou. Merci. Merci.